Bienvenue à toutes et à tous qui arriveraient maintenant. Nous reprenons nos séances du matin qui se clôtureront à 13 heures précises. C'est pour cela que ma seule compétence est celle de l'art du chronomètre, je vous préviens. Et là, il n'y aura pas de discussion ni de conflit interdisciplinaire là-dessus. C'est 20 minutes maximum par intervenant pour sauver un quart d'heure, 20 minutes de questions et de réponses. Alors, nous avons comme thème la question des nuisibles dans les campagnes. Il aurait été des temps anciens où cette question aurait été considérée comme essentielle et même presque unique, puisque les campagnes, faut-il le rappeler, constituaient l'horizon majoritaire, spatial et social de l'humanité jusqu'au XXe siècle. Et maintenant encore, elle joue quand même un rôle important. Or, comme notre vision n'est pas qu'une vision actuelle, mais une vision qui mêle, si j'ai bien compris, la longue durée, et avec Fabrice, on va remonter même au Moyen-Âge, jusqu'à l'époque contemporaine, évidemment, les campagnes jouent un rôle fondamental. Enfin, dernier élément qui ne surprendra personne, c'est que les questions sur les nuisibles suscitent des passions, des conflits idéologiques et des débats, souvent d'ailleurs tout à fait légitimes, entre scientifiques. Si ce thème porte aussi sur les campagnes, cela veut dire que ce thème, bien entendu, concerne d'abord les scientifiques, qui peuvent dire tout ce qu'ils veulent à condition que ce soit argumenté. Mais il a un impact également sur des gens qui, eux, voient les nuisibles autrement, en chair et en os, j'allais dire, et ce depuis des millénaires. Et donc il faut toujours avoir conscience, quand on étudie des animaux sous cet angle-là, que ces animaux n'ont pas uniquement une vie théorique et intellectuelle correspondant évidemment à nos compétences scientifiques, fussent-elles excellentes et irréprochables. Mais ces animaux ont aussi un rôle actif auprès de gens qui n'ont pas vos compétences ni nos compétences, mais qui doivent cohabiter, c'est le terme, si j'ai bien compris, qui a droit de grâce depuis maintenant quelques années, qui doivent donc cohabiter avec eux. Et pour cela, évidemment, pour ces personnes-là, majoritaires pendant longtemps, minoritaires maintenant, mais qui existent quand même, je pense que la question a un sens particulier. Et donc, j'aimerais qu'on ait, en dehors de nos débats intellectuels, aussi en référence les acteurs qui sont soumis non pas pour quelques semaines de leur vie, mais quotidiennement, qui sont confrontés quotidiennement aux relations dont on cherche à finalement montrer la complexité. Eh bien, je souhaiterais qu'on les ait toujours, en quelque sorte, en mémoire, puisque c'est important. On ne peut pas parler d'une question animale liée aux campagnes sans, évidemment, penser aux animaux eux-mêmes. On est bien d'accord, mais sans penser aussi aux hommes eux-mêmes et aux hommes des campagnes, dans leur diversité. Mais évidemment, dans cette diversité, il y a aussi et d'abord des exploitants agricoles, des producteurs qui sont engagés dans la céréaliculture, dans l'élevage et dans bien d'autres productions. Donc j'ai beaucoup parlé. Maintenant, Fabrice, nous commençons donc sur les animaux nuisibles dans les campagnes au Moyen-Âge. Merci. Je récupère là. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci Jean-Marc pour me permettre d'introduire donc cette question des animaux nuisibles dans les campagnes du Haut Moyen-Âge. Donc vous voyez, je vais vous emmener très loin dans le temps, ce qui normalement ne devrait pas provoquer de polémique. Mais il s'avère que du coup le sujet est rendu assez difficile. Il semble que pour le médiéviste, la question du nuisible ne semble pas être un sujet abordable, en particulier pour le Haut Moyen-Âge. Alors il faut reconnaître qu'aucune étude n'existe sur la question à partir de sources écrites. Cela s'explique principalement par le fait que les sources sont rares et que nous y sommes confrontés en plus au problème du vocabulaire, du sens du mot. Même chez les érudits du Haut Moyen-Âge, tels qu'un Isidore de Séville au 7e siècle ou un Raban mort au 9e siècle qui reprend Isidore de Séville, à peu près encore tous deux en contact avec le savoir antique et agronomique. Il faut dire aussi que ces deux encyclopédistes n'écrivent pas non plus pour les paysans
qui eux-mêmes ne sont pas en capacité de lire. Mais d'abord, de quoi allons-nous parler ? Je limiterai mon propos, ainsi que le titre le laisse entendre, au règne animal, laissant de côté les plantes. Je vais donc traiter plutôt des sales bêtes. Le premier problème est que la notion de nuisible, cette notion substantivée, n'appartient pas à la construction médiévale de l'univers. Nuisible versus utile renvoie à la difficile et plus large question des catégories de pensée. Et comme les travaux récents de Pierre-Olivier Dittmar le montrent, les catégories englobantes de nature et d'animal sont elles-mêmes inconnues au Moyen-Âge. On parle des animaux, on sait ce que c'est qu'un animal, mais la notion même d'animal, c'est une notion qui est étrangère. La taxinomie zoologique médiévale n'obéit pas aux mêmes règles qu'aujourd'hui. C'est un catalogue du vivant, partiel et classé selon différents critères, dans lequel même le terme « espèce », correspondant à la taxinomie moderne, n'existe pas davantage. Alors, je vous épargnerai, puisqu'on les a déjà longuement vus hier, ces principes rappelés donc, pour les nuisibles, le contexte dans lequel il y a destruction. Ce qui m'intéresse, Ce qui m'intéresse, c'est ce droit de détruire, donc tiré des pages du développement du ministère de l'Environnement. C'est ce droit de détruire qui répond à 4 grandes catégories de situations qui, a priori, correspondraient bien aux préoccupations aussi médiévales dans la perception de l'animal malfaisant, nuisible, en tout cas qui pose problème. Et en particulier, donc, 3, je mettrai de côté assurer la protection de la flore et de la faune, car les considérations écologiques, évidemment, sont totalement aussi étrangères, à la fois à la pensée, à la pratique, au Moyen-Âge. Autrement dit, si on reprend donc l'intérêt de la santé et de la sécurité publique, prévenir les dommages aux activités agricoles, sylvicoles, aquacoles, prévenir les dommages à d'autres formes de propriété, on est là finalement à lutter contre toute forme d'intrusion dans l'espace humanisé. Et c'est bien cette opposition entre l'espace humanisé et un espace qui devrait être laissé libre à la faune mais qui n'a pas intérêt à venir empiéter sur l'espace humanisé que se place peut-être cette fracture, cette séparation entre ce qui peut être nuisible et ce qui ne l'est pas. Le substantif nuisible n'existe pas dans le lexique latin. C'est avant tout donc un corpus d'adjectifs qui renvoie au champ sémantique du corps social. Aussi, tous ces termes et qualificatifs ne sont pas destinés en priorité à qualifier l'animal. Nocens, nocentis va signifier aussi coupable, impie, criminel. Nocentia, la méchanceté, la culpabilité. On trouvera également un autre champ lexical, celui de néfas, et qui va avoir davantage une connotation religieuse. Sans entrer dans les détails, il est intéressant de noter que les textes du Haut-Moyen-Âge utilisent ces termes également pour qualifier les hommes aux mœurs sauvages, mais aussi les impies, ou bien les femmes. Moi j'avais dit que ce ne serait pas polémique. Pour le moine en effet, la femme n'est-elle pas la pire des nuisances ? L'ultime tentation des saints après que le diable a envoyé pour lui nuire les serpents, les scorpions et tout un tas de bêtes malfaisantes ? Oui, parce qu'elle entre là où elle n'y est pas autorisée, elle perturbe l'équilibre et met en danger l'existence même du pieux solitaire, l'homme spirituel. Finalement, donnez-moi vos nuisibles et je vous dirai qui vous êtes. Mais revenons à notre espace rural. Pour pouvoir avancer, je propose de partir de la définition suivante, simple et critiquable. Ce qui est nuisible pénètre dans l'espace humain sans y avoir été invité et en perturbe l'économie, au sens aristotélicien du terme, c'est-à-dire la bonne gestion de la maison, voire porte atteinte à l'existence humaine. L'idée d'animal nuisible se heurte d'emblée à la pensée chrétienne du monde contenue dans la Genèse. Tout a été créé par Dieu pour combler Adam. Dieu ne peut pas avoir créé des créatures malfaisantes exprès. C'est donc la faute, le péché originel, qui a engendré une adversité homme-animal qui repousse un certain nombre de créatures dans l'affrontement avec l'homme. Certaines oppositions sont récurrentes dans le discours des clercs et dans la construction de la culture médiévale, d'autres sont épisodiques et circonstancielles. Dans le discours exégétique, les animaux ne sont pas univoques et en général doivent être considérés toujours dans un jeu de combinaison. Chaque animal donc peut avoir un sens positif et négatif. L'approche savante considère d'abord et surtout l'animal nuisible pour l'homme, sa survie, son intégrité, exceptionnellement pour l'économie rurale, les récoltes ou l'élevage. Aussi, dès les premiers temps du christianisme, la faune des enfers est principalement constituée par des animaux féroces, dont la corne, les sabots ou les crocs déchirent, et aussi par les reptiles, les insectes et les vers.
Cette promiscuité avec les animaux rampants constitue à la fois le symbole de la déchéance des damnés et la matérialisation désagréable de leurs tourments éternels. Cette faune se retrouve dans toutes les évocations de l'enfer durant le Haut Moyen-Âge et même après. Le diable lui-même est fréquemment désigné par le terme bestia. Isidore de Séville, dans sa taxinomie, distingue le groupe du bétail, pecus, associé aux bêtes de somme, jumenta, et celui des animaux sauvages, bestiae. Les premiers sont désignés de manière plutôt positive, car ils aident les hommes dans leurs actions. Ils sont donc utiles. Isidore les regroupe sous le terme de pecora, désignant à la fois les bestiaux appropriés au service et ceux destinés à la consommation. La catégorie des bestiaires groupe les bêtes qui, comme je le dis Isidore, de la gueule ou des griffes, manifestent leur férocité, en excluant les serpents qu'il met dans une autre catégorie, le chapitre des serpentibus. Le chapitre des minutis animantibus est fondé, lui, sur un facteur d'ordre morphologique, c'est la taille, c'est les petits animaux qui sont rassemblés là. Les petits rongeurs, tels le mulot ou la souris, côtoient donc là les petits carnivores, comme la belette, et même quelques insectes. Isidore de Séville semble donc faire une classification en partie sur la façon de se nourrir, ceux qui mangent de la viande et les herbivores, mais aussi sur les espaces de mobilité, les animaux qui sont dans l'air, les oiseaux, les animaux qui sont dans l'eau, les poissons. Il semble en outre établir un lien entre la classification des animaux et leur rapport avec l'homme. Les animaux au service de l'homme sont donc dans la catégorie des pecoribus. Ils soulagent les hommes dans leur travail. Iuare veut dire venir en aide. En opposition, nous trouvons donc les bêtes sauvages, les fauves, bestiae, ferae, et les serpents, serpentis, autrement dit, toutes les espèces nuisibles et dangereuses pour l'homme, parce que hors de contrôle. Isidore nous dit également, je ne sais pas si... Voilà. Les bêtes sont appelées sauvages du fait qu'elles usent de leur liberté naturelle et sont conduites par leur instinct. En effet, elles ne connaissent pas de contraintes, elles circulent ici et là et se portent où bon leur semble, et c'est là peut-être que se pose le problème de ces animaux nuisibles. Chez Isidore, on ne trouve que de très rares considérations agronomiques ou zootechniques, en dehors des notices sur les bovins et les équins. C'est donc simplement au détour d'une notice qui cherche à donner du sens aux mots, donc à l'œuvre de Dieu, c'est ce qu'il a appelé les étymologies, que l'on détecte quelques informations. Alors, ce que l'on peut ressortir de tout ça, c'est que potentiellement, toutes les bestiaires sont nuisibles. Isidore explique que les bestiaires viennent de la violence, de leur cruauté. Le mot bestia désigne uniquement des espèces carnivores et plutôt de grande taille. Elles sont également susceptibles d'intrusion, car elles sont libres d'aller où bon leur semble. Chez les oiseaux, on va trouver guère que le milan, qui est pointé du doigt comme un nuisible, car il dit très grand prédateur d'oiseaux domestiques qu'il est. Les rongeurs sont tous des animaux aussi plutôt antipathiques dans cette classification, car ils appartiennent au monde chtonien. Ils viennent de la terre et s'y réfugient, et en général, ça n'a rien de bon. Y compris les insectivores, dont les savants taisent l'utilité agronomique de destructeurs de parasites. La musaraigne, par exemple, par un jeu étymologique, c'est la souris-araignée. La taupe, le hérisson sont porteurs d'images négatives, bien qu'aucun n'apparaisse dans un discours agronomique. La belette, elle, a une image plutôt positive. Isidore de Séville s'intéresse à elle en décrivant une espèce sauvage et une variante domestique qui se nourrit de serpents et de souris, ce qui semble être confirmé par l'usage parfois de la belette dans les maisons médiévales pour lutter contre les souris. Et selon Jacques Voisenet, sa valeur positive est renforcée après le XIe siècle chez les clercs en raison de son état quasi domestique, tandis que le chat, autre prédateur de souris, tombait dans une forme d'infernalisation alors qu'il remplit le même rôle. Dans un texte moralisateur d'ailleurs, écrit par Hermol de Lenoir au IXe siècle, un chat est chassé violemment par un solitaire à qui on reprochait trop de familiarité avec lui, ce qui l'éloignait de Dieu. Mais à l'inverse, le même texte peut suggérer qu'il y avait cette familiarité avec l'animal que le clerc reproche à un autre, mais qui existe. Et il y a une affection, un rapport affectif possible, et donc là aussi on doit revoir la situation du chat dans les habitations. D'une manière générale, le Moyen-Âge a du mépris pour tout ce qui se déplace près du sol, dissimulé dans les herbes. L'évêque de Séville fait l'énumération des insectes, évidemment tous désagréables. Alors il m'en manque une, tant pis, On peut revenir en arrière, là ? Non, c'est pas ça. Si. Oui. Les insectes, voilà, que vous aviez ici, tous désagréables. Sinomia, la mouche canine, le moustique, Culex, Sinif, la mouche minuscule aux aiguillons insupportables, qui constitue elle-même la troisième plaie d'Égypte.
Vespa, Crabreau, donc la guêpe et le frelon, de même que le thon, les moucherons. Alors, frelons et bourdons sont considérés comme nuisibles car ils ne travaillent pas comme les abeilles. Mais les abeilles peuvent pourtant être désagréables puisqu'elles piquent, et elles peuvent même être considérées comme un véritable nuisible agricole. Isidore de Séville parle des apianes, de cette variété de vignes qui font un vin doux et liquoreux, et il dit que si on ne se hâte pas de cueillir le raisin, les pluies, les vents et surtout les abeilles endommagent les récoltes. Évidemment, les serpents sont aussi le modèle de négativité chez Isidore, qui synthétise à la fois les connaissances antiques, mais aussi l'ensemble des représentations vétérotestamentaires sur les ophidiens. Ils sont nocifs, et pour chacun de ces criminels, le savant explique le modus operandi. Et là, vous avez déjà en synthèse une reprise de Tertullien, mais qui montre bien l'état d'esprit qu'on peut avoir vis-à-vis des serpents. Et enfin, les vermis, les vers, connaissent la même dépréciation. Sensus, scorpions, qui font partie des vers dans cette taxinomie, chenilles, ou encore les termites. Et enfin, tous les parasites, les vers de viande, vermes carnium, le pouls, la puce, la punaise, la tique, etc. Alors, dans cette collection, je ne détaillerai pas, parce que c'est assez connu, je voudrais aller assez vite, le cas des nuées d'acridiens, les criquets migrateurs, documentés, dont le phénomène est bien connu depuis l'Antiquité et décrit par les sources avec de remarquables détails parfois. C'est ce que vous avez sous les yeux. Même si l'animal n'est pas considéré comme nuisible individuellement, en tout cas, Isidore de Séville n'en fait pas un cas particulier. Ce fléau, déjà rare, n'a atteint les régions du nord de la Gaule que d'une manière exceptionnelle. Grégoire de Tours en parle en 560, dans l'Auvergne. Il y a une situation similaire dans la Meseta espagnole en 584, en Lombardie au Trentin en 591-592. Et à chaque fois, que ce soit pour Isidore de Séville, pour Grégoire de Tours ou Paul Diacre, ce sont des signes annonciateurs d'autres catastrophes. Ce phénomène est systématiquement comparé aux plaies d'Égypte. Ces événements marquent surtout les 5e, 6e siècles. Aucune invasion n'est signalée d'après les sources au 7e. Et on a un cas spectaculaire au 9e siècle. Spectaculaire parce que particulièrement bien décrit et connu par les sources. Vous avez ici donc cet événement qui a lieu en 873, des sauterelles qui provoquent la terreur en Italie et même outre-Rhin, entraînant la famine, d'après les chroniques, en plusieurs endroits. On nous dit, donc ça ce sont les annales de Fulda, et les annales de Xanthène racontent aussi qu'elles se sont déplacées, avec une description donc vraiment d'entomologiste, vers le nord, sur les bords du Rhin. On les signale également donc la même année, et finalement c'est Réginald de Prume, qui donc est un observateur encore plus septentrional, qui va dire que finalement cette nuée finit sa course en mer du Nord par un gigantesque suicide collectif. Il y a donc plusieurs catégories ou plusieurs nuances dans la qualification ou l'appréciation d'un animal en tant que nuisible. Il y a ces catastrophes exceptionnelles, mais qui ne fait pas de l'animal pris individuellement comme un nuisible systématique. Il y a aussi des circonstances qui font qu'un animal sera vu à un moment donné comme un nuisible. Les sources font état d'intrusions épisodiques, la plupart du temps de mammifères, dans l'espace humanisé. Et c'est toujours lié, dans le discours, au désordre général de la société. Ainsi, à la fin du 5e siècle, Sidoine Apollinaire évoque-t-il le chaos engendré par l'installation des peuples barbares dans la Gaule romaine, en témoignant qu'on pouvait voir avec stupéfaction des cerfs ayant perdu leur douceur naturelle, établir avec une audace redoutable leur tanière sur la place publique. La mention du cerf comme nuisible, évidemment, est exceptionnelle. Aussi rare est également la mention du renard, considéré comme ravageur. Dans la Bible, sa position de nuisible est assez douteuse d'ailleurs, là évidemment c'est pas une image du Moyen-Âge, est assez douteuse car exprimée dans un contexte poétique. C'est le Cantique des Cantiques qui parle des renards ravageurs de vignes, mais en fait c'est la vision des soupirants, des jeunes filles prêtes à les ravir, dans tous les sens du terme, car les jeunes filles disent « car nos vignes sont en fleurs ». Il partage ce rôle du sauvage ravageur dans les Écritures avec le sanglier des forêts qui gâte la vigne du peuple élu dans les psaumes. Ce sont des espèces sauvages qui pénètrent dans la sphère humaine pour en détruire les fruits. Mais il y a aussi des espèces domestiques responsables de nuisances occasionnellement. Grégoire de Tours relate notamment l'exemple de l'évêque Nicétius en route pour la prise de son épiscopat à Trèves, accompagné par les hommes du roi Thierry qui décèlent délibérément leurs chevaux qui s'égayent dans les champs de blé voisins. Et le saint évêque s'en offusque en disant que c'est une prédation contre les intérêts des pauvres gens, et il va chasser lui-même les chevaux qui sont venus pâturer.
La divagation des troupeaux et la pâture des chevaux, volontaires ou non de la part des cavaliers, sont des problèmes récurrents aussi pour l'agriculture, les chasses posant sans doute autant, sinon plus de dégâts que les gibiers dans les cultures. Les chiens également sont responsables de destruction, et je ne parle pas ici des chiens errants, mais de chiens domestiqués. Les propriétaires de canes, d'amnosis, littéralement chiens nuisibles, qui attaquent les troupeaux ou la basse-cour, ou mordent quelqu'un, sont condamnés, donc les propriétaires, par la loi des Visigoths, à payer un dédommagement. Déjà, ouf. Alors, enfin, il y a les nuisibles qui le sont toujours, les super nuisibles. La lutte contre les nuisibles traverse tout le Moyen-Âge. Vous avez ici des expressions qui qualifient ces animaux de la fin du Moyen-Âge, 15e, 16e, animal corrosivum ou animal destruentia. On fait aussi des malédictions, on prononce des paroles, des invocations pour empêcher les animaux de venir contaminer. Et en général, on retrouve toujours la même catégorie, c'est la même liste d'animaux qui revient. Donc les vers, les chenilles, les souris, les serpents. Grégoire le Grand, au tournant du 6e, 7e siècle, évoque aussi le miracle réalisé par saint Boniface dans un jardin contre des chenilles. Donc c'est donc miraculeux de pouvoir se débarrasser des chenilles. La répétition de ces formules, en tout cas, indique une nuisance très ordinaire qui conduit également le moralisateur à rappeler qu'il ne faut pas consommer des aliments corrompus par les bêtes, où on va trouver des animaux morts ou vivants au milieu des réserves, rats, belettes, souris ou vermines. Les paysans se plaignent rarement des loups tout au long du Haut Moyen-Âge. Aucune occurrence au Haut Moyen-Âge, mais là c'est un effet de source. Les paysans n'ont pas la parole dans les textes écrits par les clercs, d'abord désireux d'édifier un lectorat choisi, des clercs ou des puissants, par des récits surtout moralisateurs et religieux. Et donc le loup y apparaît constamment, encore un nuisible, mais d'abord ennemi naturel des brebis, comme le dit Albert le Grand. Toutefois, si ces exemples sont parlants dans l'Occident médiéval, c'est parce qu'ils trouvent un écho dans la réalité de la vie pastorale. Donc malgré la pauvreté de tous ces textes, on peut tenter de cerner ce que représente la nuisance pour les paysans. Les dommages agricoles sont souvent évoqués au Moyen-Âge, comme on l'a vu dans les discours de la pastorale chrétienne. Ils font écho au-delà du topos à une réalité bien sentie des éleveurs et des agriculteurs. Les loups, les renards, les sangliers, les herbivores qui viandent dans les champs, les animaux divagants. Les petits carnivores, curieusement, sont absents de tous ces discours écrits. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas à en subir les effets. Isidore de Séville, dans le livre des étymologies parlant de l'agriculture, ne fait pas davantage cas des nuisibles dans l'économie agricole. Il évoque uniquement les petits oiseaux qui attaquent les semences. Les récits hagiographiques abondent aussi en apparition de serpents, là je vais très très vite, et bien au-delà évidemment de la convention de ce genre de citation, on peut bien imaginer aussi les difficultés rencontrées par notamment les pasteurs, les jeunes pasteurs qui se font piquer par une vipère. On a des récits de miracles et des saints. Il n'y a pas encore véritablement au Moyen-Âge de saints que l'on invoque pour protéger contre les nuisibles, mais il y a des saints soroctones, des saints protecteurs contre les serpents qui sont évoqués et qui évoquent cette difficulté. Il existe aussi des prières qui avaient le pouvoir de se garantir des limaces et des vers, d'autres contre la nuisance des sangliers ou des renards, comme vous l'avez ici à l'exemple cité par Grégoire le Grand. Ces récits de miracles et ces invocations de prière suggèrent à la fois la banalité du fléau agricole, sans doute aussi une certaine carence dans les moyens de lutte. Comme on l'observe pour le loup, toutes les techniques sont envisagées et possibles pour éliminer le gêneur. De l'Antiquité à la fin du Moyen-Âge, les solutions à l'efficacité variable sont connues, trappes, filets, avec battues, pièges divers, boulettes de viande empoisonnées ou dissimulant des aiguilles. Et cette inventivité n'a probablement pas profité qu'aux grands carnassiers, évidemment c'est de l'ironie. Les paysans devaient avoir tout un arsenal pour les bêtes qu'ils considèrent comme destructrices. Et n'oublions pas non plus, je vais y arriver, que durant toute la période, les paysans sont libres de chasser gros et petits animaux. Et donc, ils peuvent eux-mêmes gérer ces problèmes de nuisance ou qu'ils considèrent comme nuisance. Alors, si on a le temps, mais ce n'est pas le cas, j'aurais évoqué rapidement le cas du loup. Le capitulaire de Willis, qui est un document normatif de l'époque de l'an 800, offre une des toutes premières mentions d'actions préventives et révèle du même coup un corps de spécialistes de la traque aux nuisibles, les ancêtres probablement de la louveterie, avec toutes les précautions à prendre pour ce texte rédigé vers 800.
Charlemagne demande à ce qu'il y ait dans ces domaines qu'on prenne des loups chaque année et qu'on en apporte la preuve. Et au mois de mai, donc rechercher les louveteaux et les attraper, soit avec des poudres empoisonnées ou des hameçons, soit avec l'aide de chiens ou de fosses. Et ça relève en 800 de la gestion privée, parce que le capitulaire d'Avilis ne concerne que les domaines du roi. Par contre, dans le deuxième capitulaire d'Aix-la-Chapelle, entre 800 et 813, l'empereur va plus loin, recommandant de désigner 2 loups parii, donc spécialistes du loup par district. Ceux-là, probablement, ont une fonction plus large de régulateur et de trappeur. Toutefois, cette fonction disparaît dans les textes immédiatement après l'époque carolingienne, et on ne sait pas comment ça s'est perpétué dans le temps avant la restauration des lieutenants de louveterie. Tous les documents normatifs de la pratique, les diplômes, les lois, les politiques, se taisent sur la question. C'est ma conclusion. Indirectement, les lois barbares évoquent la prise d'animaux, mais pas forcément la prise d'animaux nuisibles, au moyen de pièges que l'on considère aussi comme dangereux pour l'homme et pour leurs chiens. C'est pour ça que ça apparaît dans les lois barbares, parce qu'il faut dédommager les victimes malheureuses de ces pièges. En l'absence de livres de comptes, nous ne sommes pas non plus en mesure d'évaluer l'efficacité de ces campagnes anti-nuisibles, ni ce que pouvaient représenter les dégâts dans l'économie rurale du Haut Moyen-Âge. Sans doute faut-il tenir compte dans la société médiévale du Haut Moyen-Âge, de la concession d'une part du sauvage dans les relations que les gens de la terre entretiennent avec leur environnement. Il en est des nuisibles comme de la météo, il faut faire avec et accepter cette dîme naturelle. Merci.